Bonjour à tous, bienvenue sur ce AI Token Share organisé par le Hub Francia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cognite qui va nous parler donc de servir un modèle d'IA en temps réel en mode serverless. On a Tanguy Coatalem, CTO de Cognite et Grégoire Nicole, lead ML ingénieur chez Cognite qui sont là pour vous faire la présentation. Donc comptez à peu près, on a 1 heure, mais comptez à peu près 40 minutes de presse et de live coding aujourd'hui. On va expérimenter une nouvelle version du AI Token Share. Et pour rappel, l'AI Token Share, c'est une série de webinaires où on présente soit des technos, soit des cas d'usage autour du l'IA et qui ont vraiment pour vocation à vous montrer ce qui se fait de plus cool aujourd'hui sur le secteur. Et donc, je laisse la parole à Tanguy. C'est toi qui commence, il me semble. Donc bonjour à tous. On va commencer tout de suite la présentation sur servir un modèle d'IA en temps réel et en mode serverless. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste rapidement se représenter. Donc nous, on est chez Cognite. Cognite, c'est un assistant conversationnel en temps réel dont le but va être d'aider des agents de relations clients avec de la détection vocale en les aidant pendant leurs appels. Donc c'est une solution qui est disponible en mode software as a service. Et donc je suis le cofondateur et CTO. Grégoire qui est avec moi est un des associés et c'est aussi notre lead ML Engineer. Et voilà, je vais te laisser parler. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, pour vous poser un peu le contexte de pourquoi cette présentation de l'IA en serverless, on va vous parler un peu de notre stack notre stack historique. Donc, même si on est assez jeune, on a 3 ans. On est parti, donc on est une entreprise cloud native. On a fait une stack sur un peu les standards de l'industrie de ce qui se faisait à cette époque-là, donc c'est-à-dire tout le back-end dans un cluster Kubernetes avec plusieurs microservices qui sont appelés depuis un front en gRPC, qui parlent entre eux en gRPC ou qui ne parlent pas entre eux. Et chaque microservice a sa petite base de données. Une stack de monitoring assez classique avec du Kibana, un peu tout ce qui se faisait de standard dans l'industrie à cette époque-là. Donc, il y a quelques mois, on a voulu améliorer un peu notre stack technique en partant vers tout ce qui était serverless. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, serverless, l'idée, c'est d'arrêter de se soucier des machines sur lesquelles va tourner le code et vraiment faire tourner, que ce soit le code ou la base de données, seulement payé à l'usage et se soucier uniquement de l'applicatif et vraiment pas se soucier de tout ce qui est machine et tout ce qui va autour. Donc, on est parti sur une architecture, une fois de plus, de un peu ce qui se fait de bien en ce moment. Donc, on est toujours sur AWS. Donc, tout ce qui est nos serveurs, ils ont été remplacés en fait par des API Gateway ou des AppSync. Donc, API Gateway qui nous permet de faire du WebSocket ou des serveurs HTTP. Et on a migré notre back en passant de gRPC à GraphQL. Et donc, ça, c'est fait avec AppSync, c'est une autre techno d'AWS. Derrière notre code, il est plus packagé et plus dans un Kubernetes. Du coup, on le met directement dans des lambdas. Donc, les lambdas, c'est pareil, c'est une techno d'AWS qui permet de faire tourner un bout de code et plus de soucier de toute la partie serveur et de plus soucier de faire scaler le code. En fait. C'est la lambda qui va scaler et on n'a plus besoin de gérer tout ça. Et derrière, au passage, on est passé vers DynamoDB qui est une autre base de données serverless, donc quitte à faire, autant faire toute la stack. Je passe à vite. Ouais, vas-y. Du coup, donc maintenant, on commence à avoir pas mal de retours sur le serverless. Donc nous, ça nous a amené quand même pas mal de points positifs. On a toute une infra qui est beaucoup plus scalable qu'avant, même si déjà on avait quelque chose de bien. Mais surtout, on a une très grosse diminution des coûts. On a énormément diminué notre temps de maintenance de la stack, parce que même si on était sur des services qui étaient managés par AWS, il y a toujours des petits coûts de maintenance en plus pour bien faire scaler les conteneurs dans le cluster Kubernetes ou mieux gérer les certificats. Enfin, il y a toujours un peu de maintenance à faire. Là, on n'a quasiment plus rien. On a une stack qui est plus simple aussi. Bon, ça, c'est principalement dû aux outils d'AWS, mais elle est plus simple aussi parce qu'on n'a plus besoin de gérer. On gère uniquement notre bout de code qui doit être exécuté et on n'a plus besoin de gérer toute la partie serveur. On a gagné un peu en temps de réponse. Bon, ça, c'est pas forcément ce qu'on cherchait au début, mais c'est toujours un petit plus. Et le gros point positif, c'est qu'on a des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts. On arrive à poker une techno, une feature très rapidement et l'envoyer aussi très rapidement en prod. Enfin, c'est ce qu'on va voir un peu dans la suite du déroulé.
Donc, là, on a parlé un peu de tout ce qui était serverless, mais pourquoi dans l'IA, c'est une bonne pratique? Déjà, le gros problème du machine learning aujourd'hui, c'est vraiment la partie réussir à bien servir le machine learning. Donc, ça vient du fait qu'il y a beaucoup de technos différentes. Chaque techno, donc chaque modèle machine learning, il est fait avec sa techno. Il embarque ses frameworks particuliers. En général, c'est des technos qui sont assez éloignés du reste de la production, en fait. Et il y a des workflows de mise en production qui sont un peu particuliers, qui sont spécifiques au machine learning. Parfois, on va juste améliorer le modèle. D'ailleurs, le modèle de machine learning, on va peut-être le mettre à jour, je sais pas, tous les jours ou toutes les heures ou en fonction des use cases. C'est du coup des mises en prod que seulement du modèle, mais ça fait parfois plusieurs gigas. Donc, c'est des trucs assez particuliers. L'autre partie, c'est que en général, c'est assez coûteux. Que ça soit en général, les modèles, ils ont besoin de matériel assez spécifique, soit des GPU, soit ils ont besoin d'énormément de RAM. C'est pas quelque chose qui est facile à scaler. Et c'est un peu compliqué, pareil, de savoir l'évolution des coûts avec la charge en fonction de ce qu'on va avoir comme trafic. Et il y a toujours une petite différence. Enfin, quand on est en prod, il y a toujours 2 points de vue différents entre toute la team Ops, DevOps et les data scientists, où les data scientists veulent un code performant, mais pas forcément qui tourne vraiment en prod. Et où de l'autre côté, il faut qu'on ait un algo qui soit rapide, mais qui se comporte bien en production, qui soit facile à maintenir, etc. Peut-être juste pour ajouter un tout petit point sur la partie besoin de chaque modèle. Il y a aussi un problème de rationalisation un petit peu des ressources dans une entreprise où il y aurait plusieurs modèles qu'on cherche à faire tourner en même temps. En fait, potentiellement, si on est un peu sur une ancienne façon de servir, sur du cube, etc., on va avoir des problématiques où peut-être qu'on a prévu de faire des pods qui ont besoin d'avoir toute la GPU, d'avoir besoin de tant de RAM. Et en fait, on passe sur un autre modèle, les besoins en RAM, ils explosent. Et du coup, on est obligé, si on veut servir un petit peu les deux en même temps, le temps d'un POC, de repoper complètement une autre infrastructure à côté. Parce que si on essaie d'utiliser celle existante pour le POC, alors à ce moment-là, on risque de casser la prod. Donc ça, c'est vraiment des problématiques aussi. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter comment mettre en place de l'IA en serverless. Donc, l'idée, c'est de mettre un serveur de prédiction, de transcoding d'audio. Donc, le but, c'est d'exposer un algo au travers d'une API REST et de lui envoyer un fichier Wave et qui nous renvoie la transcription de l'audio. OK. Donc, globalement, comment ça va se passer cette partie live coding? En gros, on va partir d'un exemple déjà existant sur base de docs simples à trouver sur Internet, où l'idée, c'est on a un programme de base qui permet de lire un fichier audio et d'écrire à l'écran sa transcription. Le but de ce live coding, ça va être de transformer ça en quelque chose qui fait la transcription en temps réel et exposé sous forme de serveur HTTP. C'est parti? Allez. Je crois que tu as un petit schéma avant, si tu veux. Ah, j'ai un petit schéma avant. Bon, on va faire un petit schéma alors. Donc, la manière de quoi on va avoir besoin. Donc là, du coup, l'idée, c'est par rapport à ce qu'on a. Aujourd'hui, on a un petit programme Python. Il va falloir le packager dans une image Docker qui va bien. Faire en sorte de publier cette image Docker sur un registry Docker. Donc, nous, on va dans notre cas utiliser AWS ECR. Ensuite, il va falloir créer une fonction lambda qui utilise cette image Docker et une URL pour cette fonction lambda sur laquelle on va pouvoir faire des tests pour vérifier qu'on a bien la transcription. Voilà. C'est parti. Alors, OK. Donc là, du coup, je nous ai ouvert Visual Studio Code et voici le petit programme de base dont je vous ai parlé. Il se base sur le fait d'utiliser un modèle pré-entraîné qui est sur Hugging Face. Donc Hugging Face, je pense que la plupart des gens vont connaître. Je vais peut-être juste vous ouvrir la documentation en question. Donc voilà, il est là.
il y a une documentation sur comment l'utiliser, et le but, c'est de transformer cette documentation en serving temps réel. Donc, voilà, on a le code de base, il permet d'avoir le modèle, de pouvoir de pouvoir avoir le transcript en plusieurs langues, pas de souci. Et du coup, ce qu'on va faire, pour pouvoir le servir dans une lambda, en fait, on va juste rajouter... le lancer déjà? Oui, on va le lancer. Donc, du coup, on va le lancer en local, il va lire un petit fichier audio en local, et on va voir ce qu'il nous dit. Donc là, du coup, je vais juste highlighter ce qu'il nous dit. Donc là, du coup, c'est un petit audio où je me suis enregistré qui dit donc nous allons parler aujourd'hui de servir un modèle d'intelligence artificielle en temps réel. Donc là, la transcription a bien marché et le but, ça va être d'avoir ça après une enquête HTTP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, ça va être une méthode qu'on va appeler handler et où on va dire à AWS que ce sera cette méthode qu'il faut exécuter pour la lambda. En fait, l'idée, c'est on va partir du principe que cet événement, en fait, c'est une requête HTTP comme on pourrait avoir en Node.js ou autre. Donc, la manière dont on va fonctionner, c'est tout simplement qu'on va extraire le corps, le body de cette request. En JSON, tout à fait. Hop. Donc, on le load en JSON. Donc là, du coup, je vais juste rajouter mon petit import. Hop. Et sur base de ce loading en JSON, du coup, on va lui dire que du coup, il va y avoir un audio et la langue. Petite subtilité, généralement, nous, quand on fait des requêtes HTTP avec des gros binaires, on a tendance à les encoder en base 64 pour être sûr qu'il n'y ait pas des choses qui cassent ou quoi. Donc, on va faire ça. Hop. Et du coup, tac. Un petit import, encore une fois. Très bien. Donc là, base64.base64 du code. Hop, hop, hop. OK. Et donc, du coup, maintenant qu'on a décodé, enfin, qu'on a récupéré un petit peu l'audio qui correspond à ce qu'on avait ici et qu'on a la langue qui correspond à ce qu'on a ici, globalement, il suffit juste de faire les mêmes opérations qu'on avait dans notre main, à cela près qu'on va vouloir renvoyer le résultat avec un status code et un body. Donc, voilà. Peut-être juste petit détail. Voilà, ça peut être ça. OK. Donc en fait, avec quasiment rien d'un point de vue code, on a transformé quelque chose qui, entre guillemets, qu'un étudiant peut faire lui-même à la maison pour tester un petit modèle. Et là, on fait en sorte juste de pouvoir faire en sorte qu'il puisse être utilisé en production avec une simple méthode qui fait rien de très compliqué. OK. Donc maintenant que ça c'est bon, en fait, on va vouloir builder une image Docker avec tout ce code-là et la déployer. Donc, je vais commencer un peu par préparer le terrain sur le déploiement. Donc, ce qu'on va vous montrer, on va vous le montrer non pas en utilisant la console AWS, mais en utilisant Terraform, qui est un des outils un peu best practice en ce moment pour faire en sorte facilement de déployer de l'infrastructure en étant, je veux dire, relativement agnostique du cloud provider qu'on utilise, dans le sens où c'est le même langage pour tous les cloud providers, même si les ressources en soi vont être différentes de cloud provider en cloud provider. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit dossier Terraform et que dans ce dossier Terraform, on va créer un fichier main.tf qui sera le fichier dans lequel on va faire le gros du travail. Donc, là-dedans, je vais juste lui spécifier qu'on va utiliser AWS, qu'on va déployer ça en Europe et en Irlande, puisque c'est ça que correspond European Union West 1, la région. Et maintenant, du coup, en fait, je vais juste tout simplement me baser sur la documentation Terraform AWS pour créer un repository Docker. Donc, voilà, je copie-coller le code gentiment ici. Je vais juste renommer un petit peu les variables, puisque foo et bar, c'est pas des très très bons noms de variables.
Donc, du coup, je vais appeler la variable dans laquelle je stocke mon AWS Social Repository, je vais appeler this, et je vais appeler serving AI with serverless, le repository au sein de AWS, que je ne vais pas scanner à chaque fois. Donc, du coup, maintenant que ça c'est fait, si je vais initialiser mon Terraform pour faire en sorte de commencer à déployer notre infrastructure. OK, c'est fait. Et maintenant, je vais faire un petit Terraform apply. Et là, du coup, je m'attends à ce qu'il me demande voilà, la création d'un Elastic Container enregistré. Je vais dire yes. Et là, il devrait m'envoyer une erreur. Pourquoi il m'envoie une erreur? Tout simplement parce que, étant donné que l'image Docker qu'on va vouloir publier est très lourde, en fait, on l'a déjà fait un peu en avance. Et donc, du coup, ce ECR existe déjà. C'est-à-dire qu'ici, là, voilà, on a Serving AI with Serverless, il existe déjà. Alors, du coup, pour faire en sorte quand même de, malgré tout, pouvoir utiliser Terraform, ce qu'on va faire, c'est juste tout simplement qu'on va l'importer dans le state Terraform localement. Donc là, comment je fais? Je lui donne le nom que j'ai donné en termes de variable, et je lui donne le nom que je vais donner en termes d'objet AWS. Terraform import. Et voilà. Donc là, du coup, si je réessaye de faire un Terraform apply, on devrait facilement voir que, voilà, il nous dit que notre infrastructure correspond bien à ce qu'il a dans son état en local. Pas de souci. Très bien. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, super, mais je vais quand même vouloir afficher à l'écran l'URL plutôt que d'aller la chercher à chaque fois. Ça risque d'être un petit peu désagréable sinon. Donc je vais juste mettre ECR URL. Pour info, ce qui me donne des petites suggestions dans mon IDE, c'est GitHub Copilot, ce qui est assez pratique. Du coup, si je refais Terraform Apply, là maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me donner l'URL en question et je vais l'utiliser pour en fait builder mon nuage Docker. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va déjà builder l'image Docker, la publier et ensuite on va voir pour le déploiement de la lambda. Alors, donc pareil, on a déjà un Dockerfile qui est déjà un petit peu existant, un petit peu fourni. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, globalement, on se base sur les images qui sont déjà fournies par AWS pour faire des lambda Python. On installe les requirements pour faire en sorte bien d'ajouter cet argument important pour faire en sorte que ça fonctionne pour la lambda. Ensuite, en fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a downloadé tous les fichiers du modèle pour faire en sorte que notre lambda n'ait pas besoin de les télécharger avant de les utiliser. Donc là, du coup, ça va correspondre à en fait tout ce qui a marqué ici. Voilà. Par contre, ce Dockerfile, il n'est pas fini. Il faut juste rajouter deux petites choses. La première, c'est qu'on va vouloir, on va vouloir copier notre fichier qu'on a créé. On va vouloir le mettre dans le root de la lambda. Voilà, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est qu'on va vouloir faire en sorte de lui dire quelle commande lancer quand il est démarré. Donc là, dans le cas, model.handler, parce que model, c'est le nom de notre fichier, handler, c'est le nom de notre fonction. Et d'ailleurs, je crois que tu n'as pas changé le pass du modèle côté Python. Bien vu, Jamy. Alors, donc du coup, effectivement, je n'ai pas changé le path. Donc, un bon argument, là, notre modèle allait essayer de télécharger, notre lambda allait essayer de télécharger tout le modèle plutôt que de le récupérer en local. Donc, pour changer ça, je lui donne juste l'information modèle / Donc là, du coup, il va chercher dans le dossier modèle qu'on a construit pour lui. C'est mieux. OK, donc maintenant que tout ça, c'est bon, a priori, il n'y a plus grand-chose à faire pour construire notre image Docker. Donc, ce qu'on va faire, Docker build. Là, du coup, on va lui donner un petit nom. Et ce petit nom, on va décider que ça sera exactement le nom de notre repository pour pouvoir le publier. Et voilà. Donc là, du coup, on note que c'est très rapide. Pourquoi c'est rapide? Parce que sur cette machine, on l'a déjà fait.
En soi, sinon, ça prendra quand même 5-10 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait en avance pour être sûr de ne pas passer 10 minutes à attendre que la barre se complète. Donc, on a buildé. Maintenant, on va le publier sur notre registry. Super. Donc, je vous prouve que je mens pas. On va sur notre ECR. Et là, du coup, on a... en fait, tant que c'est tout pareil, je peux pas prouver que... Bon. Juste pour prouver que j'ai pas complètement menti, je vais rajouter un print dans le main, parce que là, sinon, vous ne savez pas si je bluffe. Donc, je rebuild, je republie. Je rafraîchis, et là, du coup, on a bien notre image latest, 17h23, ça fonctionne. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, notre image elle est publiée, ok super, maintenant il va falloir l'utiliser dans la lambda. Il va falloir faire en sorte qu'on ait une lambda qui utilise cette image Docker et qui fasse tourner ce code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va encore une fois se baser sur la documentation, donc on n'est pas coutume. Et avec cette documentation, hop, donc je copie tout ça. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Donc, petite explication quand même rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un rôle AWS pour la lambda, puisque une lambda en soi, ça peut avoir le droit de taper dans des bases de données, sur des systèmes de fichiers S3, etc. Et donc, du coup, il faut lui expliquer qu'il y a un rôle pour ça, que ce rôle va avoir le droit de faire tout ça et va avoir le droit d'être une lambda. Donc là, c'est ça qu'on fait. On lui donne juste le droit d'être une lambda et c'est tout. Donc du coup, je vais garder la nomenclature, puis voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est là qu'on va avoir vraiment un peu le gros de la lambda. On va juste lui donner un nom. Voilà, donc cette lambda va s'appeler Serving with Serverless. Elle va utiliser le rôle qu'on vient de définir juste au-dessus. Et ensuite, tout ça, ça ne va pas correspondre à notre cas. Donc, je vais déjà commencer par tout supprimer. Ensuite, on va lui dire, hop, juste pour vous montrer que c'est pas de la science infuse aussi, je me réfère à la documentation. Il y a une ici package type. Nous, dans notre cas, ça va être une image. Donc, du coup, je vais renseigner ici. Package type image. Très bien. On va effectivement... ouais, mais c'est pas tout à fait ça, donc on va faire après. On va lui spécifier une taille en mégas, une taille de RAM en mégas. À noter que les lambda, globalement, l'idée, c'est plus il y a de mémoire et plus il y a de CPU. En gros, il y a un certain nombre de paliers bien définis. Et donc, du coup, pour faire en sorte que ça tourne assez vite, là, on lui fournit 4 Go. À noter que généralement, le prix d'une lambda en termes de millisecondes de run, disons que le coût de la milliseconde de run d'une lambda est proportionnel, en gros, à la taille qu'on lui fournit. Donc, plus c'est gros, plus c'est cher par milliseconde. Mais plus ça va être. Donc, in memory size, on va aussi lui mettre un timeout. En fait, là, l'image qu'on a publiée est très lourde, elle fait environ 5 Go. Donc, le temps quand même que notre lambda se lance, download cette image pour pouvoir la lancer et fasse la fonction qu'on a définie, il va se passer un peu de temps la première fois. Donc, du coup, je lui donne 30 secondes pour être sûr que ça passe. Et ensuite, du coup, il va falloir se référer à pas juste au repository, mais à l'image que je viens de publier. Donc là, du coup, je vais rajouter un petit truc dans notre code pour être sûr qu'il utilise bien la bonne image à chaque fois et être sûr que quand on publie une nouvelle image, il utilise la nouvelle. Donc en fait, je vais utiliser address ECR image, voilà, qui va me permettre, je vais l'appeler 10, ça sera très bien. Et là, du coup, je vais faire en sorte de lui dire que le nom du repository va être le nom du repository qu'on vient de créer et d'utiliser la latest en termes de taille. Maintenant, du coup, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lui dire, en fait, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est
le repository at l'image latex. Hop. Donc, a priori, on est bon là, Grégoire? Je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Donc, a priori, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. On va essayer de déployer. Et on va bien voir ce que ça nous dit. Donc là, du coup, il nous dit qu'il va créer deux choses. Une fonction lambda qui s'appelle test lambda et un rôle. Jusque-là, ça a du sens. Allons-y. Alors, la création du rôle, c'est bien faite. Et la création de la lambda est en cours. Donc, étant donné qu'on l'a fait plusieurs fois au cours des derniers jours, ce que je peux vous dire, c'est que ça va prendre environ 3 minutes. Donc, on va tout de suite passer à la suite plutôt que d'attendre 3 minutes que ça se crée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, comment l'exposer? Exactement, ça va être une très bonne idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer en fait une fonction URL pour la lambda qu'on vient de créer. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de faire en sorte que par une simple requête HTTP post, hop, directement, la lambda se crée, lance la méthode principale et renvoie le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va juste tout simplement lui dire le nom de la fonction, ça va être la fonction qu'on vient de créer. Et pour l'instant, on ne met pas de type d'autorisation. Donc, à noter que là, du coup, l'idée, c'est qu'on peut vraiment faire en sorte de faire beaucoup de choses pour faire en sorte de rendre vraiment production worthy et secure cette API qui va permettre de faire la transcription. Donc, ça, c'est bon. Il nous reste quand même, malgré tout, environ 1 minute 40 à attendre. Donc, en attendant, je vais commencer à vous montrer un petit peu le client qu'on va utiliser pour tester cette nouvelle URL, cette nouvelle API, pardon. Donc, globalement, là, dans ce fichier client.py, on va avoir deux petites méthodes. Une méthode qui tape sur l'API d'inférence de Hugging Face et une méthode qui tape sur notre API d'inférence qu'on vient de faire. Les deux font quelque chose d'un peu similaire. Ils lisent un fichier, ils l'envoient et ils décrivent le résultat. Le but, là, c'est vraiment de juste vous montrer comment on peut avoir un client pour notre API, même si le but, ça serait probablement que voilà, ce soit appelé dans un autre service, etc. Donc, en attendant, je peux peut-être vous montrer ce que ça va donner sur l'API publique de Hugging Face. On ne peut pas appeler énormément, hein, donc voilà. Ah, j'ai peut-être pas dû lancer là-dedans. Ah, peut-être. Ok, donc là, deux choses. La première chose, c'est notre lambda a fini d'être créé. Et la deuxième chose, c'est l'API de Hugging Face nous a répondu que le modèle était actuellement en train de loader et que, en gros, il y en avait environ pour une vingtaine de secondes avant qu'on puisse lui envoyer des requêtes qui fonctionnent. Tout simplement. Donc là, étant donné qu'on a fait ça, je pense que ce que je vais faire, c'est déjà vous prouver que la lambda a bien été créée. Le premier point. Hop là, Serving AI with Serverless, elle est là. Elle se réfère bien à notre ECR qu'on a créé, modified 3 minutes ago. Si on va dans la configuration, on a bien la mémoire. Très bien. Donc là, on est bien, on va pouvoir l'utiliser. Alors, peut-être avant de passer à la suite, je vais déjà... Tu ne ferais pas un petit output de l'URL aussi, je ne sais pas si on l'a fait. Ouais, si, je fais ça juste après. Le premier truc que je vais faire quand même, c'est juste rajouter du coup l'URL, faire en sorte que on a créé. Effectivement, comme l'a dit Grégoire, pareil, pour ne pas aller à chaque fois chercher l'URL dans les interfaces AWS, je vais juste demander de la récupérer ici. Alors, fonction URL. Voilà. Et du coup, si je réapplique, on est bon. Donc là, l'URL de notre lambda, ça va être ça. Et sur base de cette URL, du coup, si on va dans
client.py et que je la rentre, on devrait pouvoir l'interroger. Donc, ce qu'on va faire, déjà, maintenant qu'on a attendu un petit peu que Hugging Face soit prêt, on va relancer la requête, vérifier qu'on arrive bien à voir le résultat. Donc, c'est bien le cas. Donc là, on voit que Hugging Face nous a répondu en 1,83 secondes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de taper sur notre lambda, donc petit roulement de tambour, pour la même tâche, globalement. Alors, donc là, le premier appel est un petit peu long, parce que de la même manière que pour Hugging Face, l'idée, c'est on est en train de loader quelque chose de lourd, donc le premier appel est un peu long. Donc, on attend un petit peu. Ça devrait prendre environ une vingtaine de secondes, comme pour Hugging Face, globalement. Et voilà. Et donc là, du coup, on a bien le même résultat. Ça a pris un peu de temps à loader. Et si on réapplique, si on relance une requête, là, pour le coup, voilà, on va être rapide, 1,5 secondes à peu près. Et voilà. Donc là, du coup, c'est la fin du live coding. Donc, avec ce petit exercice, on a pu montrer que finalement, pour faire en sorte de servir une IA en mode serverless, globalement, par rapport à un programme qui permet juste de l'utiliser dans un petit programme, il n'y a pas énormément de choses à faire et tout est assez simple et assez bien documenté. Peut-être juste un petit point sur la partie pricing, puisqu'on en a un petit peu parlé sur les motivations. Donc là, pour information, ça prend environ 1,5 secondes. L'audio en question fait 13 secondes. Donc ça veut dire que techniquement, si on veut l'utiliser pour transcrire de l'audio au fur et à mesure, c'est OK. Ça prend moins de temps que le temps d'audio. Et le deuxième point, c'est ça va coûter environ 3 centimes pour la transcription d'une heure d'audio. Donc, par rapport aux solutions API qui sont proposées par Google, Amazon, etc., on est sur un coût qui est un petit peu différent quand même, puisque généralement, Amazon et Google Cloud Speech to Text, on va plutôt être sur 2 centimes la minute. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment utilisable et pas très cher. OK. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc, du coup, on va repasser à la présentation. Donc, pour information, si jamais il y a des questions, je pense qu'on fera tout à la fin. Sinon, tu l'as peut-être en droite. Slide share. Hop. Parfait. Et donc, du coup, Grégoire, je te relaisse la main. Du coup, donc là, on a présenté un peu la version la plus simple de faire une lambda et puis de servir un petit modèle. Mais bon, ça me va bien pour le POC et il y a plein de petites améliorations qui permettent de l'envoyer en production. Donc déjà là, on le sert avec directement une fonction URL, mais il y a d'autres façons d'exposer la lambda. Donc en général, en production, on va soit mettre la lambda derrière une API Gateway ou derrière un load balancer. Ça va permettre de mieux gérer soit tout ce qui est autorisation ou aussi de pouvoir faire des checks sur la tête des requêtes qui sont envoyées, les headers, pareil, les types de retours qui sont retournés, rajouter de la doc automatiquement. Enfin, il y a plein de choses possibles. On va pouvoir aussi rajouter une authentification, que ce soit soit par les technos d'AWS, soit par une autre basique aussi, on pourrait imaginer faire ça. Là, on a packagé tout le code dans un Docker, mais on peut très bien imaginer packager tout le code directement dans du Python. Donc, ça va avoir plein d'avantages derrière. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça nous permet derrière, par exemple, de mieux monitorer toutes nos étapes dans le Python, de pouvoir sortir toutes les parties un peu lourdes de la lambda. Donc là, typiquement, dans nos layers, dans le layer de Docker, ce qui était le plus lourd, en fait, c'était toutes les dépendances de machine learning. Et donc ça, on peut imaginer faire des layers lambda qui contiennent toutes les libs et d'avoir des petites lambda avec seulement le code ou le modèle. Il y a un autre problème qu'on a vu là un peu, c'était la partie call start. Donc c'est la première fois qu'on appelle la lambda. Là, elle a tourné en 25 secondes, quelque chose comme ça. Et il y a des petites astuces avec AWS pour pouvoir réduire ce temps.
pour être sûr d'avoir des lambdas toujours un peu chaudes. Et pour la partie pure IA, il y a plusieurs choses qui nous permettraient d'améliorer la lambda. Déjà, c'est rien que de travailler un peu sur le modèle, de l'alléger, de transformer le modèle pour l'avoir dans des formats qui sont vraiment faits pour de l'inférence. Donc, je sais pas, l'exporter en ONNX ou des choses un peu comme ça. Ça nous permettrait d'énormément de réduire le temps d'exécution, avoir une lambda plus légère. Et aussi, là, du coup, on avait embarqué les poids du modèle dans la lambda, mais on peut très bien imaginer qu'en production, les poids ils soient dans un dossier S3, que ce soit chargé au démarrage de la lambda. Et comme ça, on peut mettre à jour tous les poids des modèles sans avoir à mettre en prod une nouvelle version d'une lambda. Pour repréciser encore un tout petit peu, l'idée, c'est vraiment, si le but, c'est servir une IA en se basant sur un modèle préentraîné, puis en faisant un peu une surspécialisation sur notre dataset à nous, voilà, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. On peut le loader, puis faire l'entraînement, mettre les poids sur S3 et faire en sorte qu'ils soient utilisables directement par la lambda en les téléchargeant depuis S3. Du coup, la lambda, on a vu que ça marchait bien pour une machine learning. Bon, c'est pas parfait. Il y a quand même d'autres avantages qu'on n'a pas du tout parlé dans cette présentation. Donc, c'est déjà que on n'est pas forcément obligé d'utiliser un algo en appelant avec des requêtes post. Parfois, on va avoir envie que ça tourne, je sais pas, par exemple, sur un upload de documents. Et donc ça, c'est un truc qui est tout à fait faisable avec les technologies d'AWS, sans rajouter de code particulièrement. On va pouvoir dire qu'au lieu que la lambda elle se déclenche un appel GET, elle se déclenche au moment où il y a un fichier qui est sauvegardé sur S3. Et du coup, on peut imaginer avoir, je sais pas, par exemple, un algo de classification de texte qui, dès qu'il y a un texte qui va être uploadé, qui va lire le texte, aller le mettre au bon endroit. Ou pareil sur un import en DB. Il y a plein de solutions possibles. Il y a un autre truc qu'on a vu, c'était l'estimation de coût qui est très facile à prévoir, parce qu'on arrive quand même à peu près à savoir ce qu'on va se prendre comme requête, même si on ne sait pas à quel moment on va se prendre dans la journée. Et du coup, là, on arrive bien à savoir le coût unitaire de nos requêtes, on arrive facilement à estimer les coûts d'une nouvelle fonctionnalité en prod. Grâce à tout ça, à tout ce pipeline, si on a un pipeline de CI qui va bien derrière, on arrive à avoir les data scientists qui sont assez autonomes, que ce soit de la partie mise en place de l'algo jusqu'au premier test, quasiment jusqu'à la production. Ils peuvent s'amuser sur un environnement qui ressemble à de la prod, qui a toutes les caractéristiques de prod, mais sans toucher vraiment aux machines de production. Donc, c'est un environnement parfait pour tester. Les cycles de développement sont bien plus courts. On l'a vu en 15 minutes, on a réussi à faire un petit exemple qui est quasiment prod ready. Et c'est déjà pas mal en avantage. Et bon, il y a quand même deux, trois contraintes avec les lambda. Donc déjà, c'est même s'il y a des moyens de l'améliorer, c'est la partie cold start. Dans tous les cas, même si on peut faire des petites améliorations, on aura toujours ce coût de démarrage à payer à un moment ou à un autre. Et l'autre problème, c'est qu'on est quand même limité en termes de ressources. Donc, par exemple, si on a un très gros modèle, on va avoir du mal à le faire tourner. Il n'y a pas encore de GPU. On aimerait bien s'il y a des GPU un jour disponibles sur les lambda, ce point disparaîtra complètement. Mais aujourd'hui, on est quand même assez limité en ressources. Pour donner un peu un exemple, typiquement, là, dans l'exemple qu'on vient de donner, si jamais ce qu'on veut, c'est faire des transcriptions je veux dire, de manière assez fréquente et de manière assez lourde, mais en fait, peut-être que finalement, le serverless, c'est pas ce qui est le plus approprié pour. À l'inverse, si on veut plein de petits modèles qui vont aller apporter des petites informations supplémentaires, là, ça va être très approprié. Et donc, du coup, c'est tout pour la présentation. Et donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Donc, du coup, je vois qu'il y a 5 questions et 10 messages dans le chat. C'est magnifique. Dans le chat, il y a plein de bonjour. Ah. Mais dans les questions, il y a plein de questions. Je vous les prends et puis on reprend du début. Alors, il y a Colin c'était au tout début de votre présentation, qui disait « Salut !» Je fais avec l'intonation. Vous faites de l'analytique sur les données de votre DynamoDB. Comment vous y prenez-vous? Nous, on a galéré quand on a essayé de faire ça. Alors, les analytics sur la DynamoDB, effectivement, c'est effectivement pas facile. La manière dont fonctionne, nous, du coup,
globalement, c'est qu'on va avoir une DynamoDB qui va être différente pour tout ce qui est analytics. Et du coup, on va faire un peu des pré-agrégations à chaque fois qu'il y a une insertion dans la DynamoDB. Donc, pour donner un exemple un petit peu concret, imaginons qu'on veuille avoir des statistiques sur le nombre de détections d'une certaine commande vocale, dans le cas. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une première DynamoDB dans laquelle on va insérer une ligne à chaque fois qu'il y a une détection. On va avoir une trigger qui fait qu'à chaque fois qu'on insère une ligne dans la DynamoDB, ça va lancer une lambda qui, elle, va, sur base des informations qu'elle a, aller remplir aller updater une autre ligne dans une autre DynamoDB qui, elle, sert aux analytics pour dire il y a du coup une fois de plus cette commande vocale, éventuellement dans telle organisation, pour tel utilisateur, etc. etc. Donc là, on va updater plusieurs lignes pour faire en sorte d'avoir cette information supplémentaire. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste taper là-dessus pour tout ce qui est analytics. Ouais. C'est comme ça qu'on dégrade aujourd'hui. Très bien. Ça a l'air d'être complet. Colin avait une autre question, donc ça c'était après le live coding. Avez-vous considéré la possibilité d'utiliser le serverless framework au lieu de Terraform? Pourriez-vous donner quelques pros et cons pour ces deux solutions, en particulier avec Terraform? Comment gérez-vous le monitoring? Globalement, le serverless framework, on a un petit peu testé. Moi, globalement, je suis pas fan dans le sens où on est quand même sur quelque chose très, je veux dire un peu à l'ancienne où on lance une commande, ça déploie et au bon moment on a un résultat. Là, actuellement, avec Terraform, on est vraiment en mode infrastructure as code. On n'a pas besoin de, de savoir ce qui est déployé, ce qui n'est pas déployé, dans le sens où, de toute manière, tout est stocké dans notre état. Et donc, du coup, comme tout est stocké dans notre état, si jamais, dans 2 jours, on décide de réappliquer le Terraform, en fait, le Terraform a conscience qu'en fait, tout a déjà été déployé et il ne refait rien de plus. Donc, nous, on préfère, en soi, on pourrait aussi utiliser le serverless framework. Mais après, il y a aussi une autre chose, c'est que chez nous, on est très Terraform et en gros, partout où on peut scripter, ça a été scripté avec Terraform, que ce soit de la gestion de nos Git à l'infra, enfin vraiment, dès qu'on pouvait en mettre, on en met, tout est scripté. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est parti sur cette techno. On a une techno qui marche très bien dans quasiment tous les cas. Donc je pense que c'est surtout aussi pour ça qu'on est parti là-dessus. Effectivement, si on repartait de zéro et qu'on n'avait rien de tout ça et qu'on voulait juste faire la lambda, potentiellement, serverless, ça pourrait être quelque chose qu'on aurait fait. Mais effectivement, comme déjà pour toute notre infra, on utilise Terraform pour nos repositories GitHub, pour aller droit sur le repository GitHub, GitLab, on utilise Terraform, autant utiliser la même techno. Ça paraît convaincant. Et ceci dit, il y avait une question monitoring. Ah oui. Ouais, tout à fait. Gérez-vous le monitoring. Ouais. Pour le monitoring, on a gardé un peu la stack qu'on avait avant en fait. On a toujours, on n'utilise plus trop tout ce qui est Grafana, Prometheus, mais on est très Kibana et Elastic APM qui permettent de traquer tout ce qui se passe dans le code, tous les appels des lambda. Et Elastic fournit des layers Go peut-être pas. Il fournit des binaires, mais JS et Python qui permettent vraiment de traquer toutes les actions de la lambda. Et c'est pour ça, en fait, on a très peu de code lambda dans du Docker, surtout pour le monitoring, puisque avec Elastic APM, on arrive à avoir tous les événements. Alors, juste au cas où la question reposait sur le monitoring de comment les choses sont déployées, du coup, je vais préciser que les Terraform sont systématiquement appliqués dans nos pipelines de CI. Et donc, du coup, généralement, ce qui va se passer, c'est le pipeline tourne, ça nous sort un rapport qui dit ce qui va être ajouté, ce qui va être supprimé. On dit OK, on merge la merge request. Et ensuite, du coup, tout est appliqué, tout est déployé par le pipeline de CI. Au cas où je n'étais pas sûr. Colin nous dira si jamais il manque quelques informations. Colin, n'hésite pas à remettre des petites questions. Ou dans le chat, je vois qu'il y a des choses dans le chat, j'y reviendrai après. Il y a Alain Nicolas qui posait la question. Avez-vous de nombreux services d'IA qui fonctionnent en serverless chez Cognite? On en a quelques-uns. Alors,
Principalement, on a des petits, là, comme on l'a vu, ça marche bien comme on paye à la milliseconde et à la taille de la lambda, on a tous les petits algorithmes. Donc, ça va être, par exemple, la Voice Activity Detection qui va être en lambda. On va avoir un algo assez simple de keyword spotting aussi qui tourne dessus. Comme ça, c'est des algos qui prennent vraiment, on parle de moins de 50 millisecondes de temps de run pour des toutes petites mémoires. Ça doit être, je sais pas, 256 mégas, quelque chose comme ça. Donc, ça coûte vraiment très peu cher. Après, pour tout ce qui est transcript, là, on n'est pas sur de la lambda parce que sinon, c'est très, très cher. En fait, ouais, donc effectivement, voilà, tout ce qui est petit algorithme, donc effectivement, Voice Activity Detection, si on fait du sentiment analysis aussi, ça passera là-dessus. Mais par contre, pour tout ce qu'on veut, en fait, c'est simple, tout ce qu'on veut faire beaucoup et avec des gros modèles, on va pas le faire sur du serverless. Mais par contre, pour tout le reste, autant que ce soit sur serverless, c'est plus facile, il n'y a pas de maintenance à faire et globalement, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Quasiment. Du coup, peut-être. Bon, je pense qu'on est Bon, très on fait la question d'après. Sinon, Colin dit merci, je suis convaincu. Voilà. Écoute, tout va bien. Il y a Well qui pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser SageMaker sur des modèles préentraînés et c'est quoi les avantages et inconvénients de SageMaker par rapport à Lambda dans ce cas? Alors, première question. Première bout de question. Oui, tout à fait. Oui. C'est un des avantages de SageMaker. Après, il y a un peu plusieurs choses. D'abord, dans SageMaker, bon, déjà le premier truc, voilà, comme ça c'est fait, oui, mais pour faire en gros la même chose, c'est plus cher. Voilà, c'est le premier point. Et ça ne permet pas pour autant d'avoir la GPU. Donc à coût équivalent, ça reste plus cher pour faire un peu la même chose. Et le deuxième point surtout, c'est pour faire un peu une surcouche. Je vais me baser sur un exemple plus concret puisque je me perds un petit peu. Vas-y. Si vous voulez faire la même chose dans SageMaker que l'exemple qu'on a fait en live coding, alors il y a un truc sur lequel on n'a pas beaucoup souligné, c'est le côté langue. C'est-à-dire que globalement, le modèle de base, il attend juste un audio. Et si jamais on veut faire en sorte d'avoir le truc qui fonctionne facilement dans toutes les langues et qu'on veut faire, je sais pas, un petit peu de pré-processing, etc., bah, tout de suite, ça va devenir beaucoup plus compliqué dans SageMaker, il va y avoir beaucoup moins d'options. Alors que là, en fait, on est un peu en train d'utiliser ce qui se cache sous le capot de SageMaker. Et en fait, on se rend compte surtout que c'est pas si compliqué. Autant utiliser ces outils-là dans ce cas-là. Et après, l'autre avantage aussi d'utiliser Lambda, c'est que ça nous permet de rester dans le même écosystème exactement que tous les autres outils qu'on a en production. Donc, tout notre code pour faire tourner tout le site de manière générale, c'est des Lambda. Du coup, on utilise les mêmes façons, les mêmes monitoring. C'est une stack qu'on maîtrise, qu'on connaît. Et puis, c'est pas plus compliqué à utiliser que du SageMaker. Donc, SageMaker, ça marche très bien. Mais quand on sait faire et c'est pas beaucoup plus compliqué, autant utiliser les Lambda, en fait. Ok, cool. Marwen, hello, merci pour la présentation. Je dis merci aussi en passant. Pour servir un modèle avec l'API Gateway, si je ne me trompe pas, on est limité à 30 secondes. Si oui, quelles sont les alternatives si la fonction prend plus de 30 secondes? C'est une bonne question. Alors du coup, globalement, ce qu'on peut faire, tout simplement, si on passe par un API Gateway, donc là encore une fois, l'idée c'est faire en sorte que ça se comporte comme un serveur, on envoie une requête et que ça nous réponde. Effectivement, une fonction, ça peut prendre pas mal de temps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est bon, limite, allons-y, faisons un WebSocket. On peut faire un WebSocket avec notre API Gateway. On peut faire en sorte, du coup, de se connecter à ce WebSocket pour faire en sorte que lui, il lance la transcription. Une fois que la transcription soit faite, ce soit écrit dans un S3, et de créer un trigger sur ce S3 pour faire en sorte qu'une fois que le fichier de transcription a été écrit, il trigger une autre lambda qui, elle, va lire le fichier S3 et renvoyer le contenu. Ou même juste faire la prédiction à l'arrivée du message, le renvoyer dans la WebSocket directement. Oui, effectivement. Oui.
Son système est plus simple. Les deux marchent. Ça avait l'air en tout cas. Il y a Marwan qui disait aussi donc, il y a AWS qui a sorti avant-hier Lambda Snap Start qui améliore énormément en termes de cold start. C'est que pour Java pour l'instant, c'est une remarque commentaire. Vous avez regardé? Pas du Avant-hier. Avant-hier, non? Présentation. C'est bon à savoir. Mais c'est très bon à savoir et merci pour l'info. J'ai hâte qu'ils sortent ça pour autre chose que Java. Mais Ouais, qui a encore envie de faire du Java aujourd'hui? Alain demandait encore sur le serverless, est-ce que vous l'utilisez pour tous vos cas d'usage? Du coup, pas pour tous les cas d'usage. Globalement, c'est simple, hein. La question par rapport aux algos, c'est est-ce que le modèle il est gros et est-ce qu'on l'utilise souvent? Si le modèle est gros et qu'on l'utilise souvent, alors mieux vaut éviter d'utiliser du serverless. Dans le meilleur des mondes, le but dans ce cas-là, c'est carrément de réserver une instance avec une GPU. Donc, puisque en fait, les instances réservées, elles sont un peu bradées, donc du coup, c'est une façon facile de faire des petites économies. Et comme ça, on va pouvoir servir plus rapidement le modèle. Dans tous les autres cas, serverless, mais sinon, c'est plutôt ça. Donc, juste pour tant qu'à faire, parlons-en un petit peu. Donc, nous, dans notre cas, ce qu'on va utiliser, donc on a dit qu'on était passé de Cube à principalement serverless, AppSync, Lambda, etc. Alors, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit. On a quand même gardé le Cube pour servir notre modèle d'ASR. Et du coup, on le sert avec Triton, qui est l'outil qui est fait pour, globalement, par NVIDIA. Donc, à noter, il y a énormément d'outils différents qui servent à servir de l'IA sur du Kubernetes. Enfin, il y a plein d'images Docker. Voilà, ça, c'est celle de NVIDIA, qui marche bien. Il y a des bonnes performances. On a pu faire des belles optimisations. Et après, par contre, pour tous les autres cas, donc c'était peut-être aussi pour les cas hors IA. Et là, pour le coup, depuis quelques semaines, on n'a plus aucun serveur qui tourne en physique. On est vraiment full lambda et vraiment, on a du serverless partout. Et pareil, nos backends, nos bases de données, on a éteint toutes nos Postgres. On est vraiment full. Enfin, on en met partout. Comme c'est très peu cher, c'est moins de maintenance. Donc allons-y. Ouais, plus intéressant, quoi. Ouais, je pense que Baptiste rebondit aussi un peu là-dessus. On voit que vous ne préconisez pas le serverless dans tous les cas. Utilisez-vous les mêmes technos entre vos applications serverless et les applis plus legacy ou est-ce les mêmes? Du coup, on a déjà un petit peu c'est ça. un petit peu pris les devants. Voilà. Donc, du coup, ouais, pour les trucs legacy sur la partie, c'est même pas legacy, c'est plus pas tout à fait pareil. Mais globalement, on est encore sur du Cube qui tourne sur avec un conteneur Triton qui sert nos modèles d'ASR. Pour ensuite, un peu tout le reste, voilà, c'est Lambda, AppSync. C'est ce que, ouais, il dit oui, effectivement, merci. Donc, c'était au cas où il y avait d'autres choses à compléter, mais effectivement, c'était déjà bien complet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? Je retire ce que j'ai dit en début de séance. Vous avez bien comblé les 20 minutes de questions, mais là, franchement, et vraiment merci parce que c'est la première fois que dans un webinaire, on a du live coding et franchement, c'est chaud parce que des fois, ça peut ne pas marcher. Donc là, merci beaucoup d'avoir fait cet exercice-là et ça me donne plein d'idées pour d'autres webinaires plus tech. Je pense qu'on pourrait faire au sein de la communauté parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions et partager des bonnes pratiques comme ça, c'est super intéressant. Donc bravo à vous, merci beaucoup. Et puis, si vous avez un mot de la fin, peut-être? C'est la surprise. Oui. Donc, si vous voulez réserver une démo. Voilà, c'est ça, tout à fait, je reprends. Mais donc, effectivement, Erwan disait, si vous voulez réserver une démo de Cognite, il y a le lien dans le chat. Mais je ferai un follow-up et puis je l'enverrai dans le mail à toute la base des inscrits. Ça vous va? Et sinon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos adresses. On ne voit plus, mais non, mais de toute façon, je fais un follow-up à tous les inscrits, tous les participants. Vous aurez accès au replay, accès aux slides si vous me permettez que je les partage. Et je mettrai tous les contacts qui vont bien, ainsi que le lien pour les démos. Comme ça, tout le monde aura accès à tout ce qu'il faut. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.
je coupe.